Les petits garçons reçoivent plus d'argent de poche que les filles. C'est pas vrai. 4 fois plus. Mais non. Mais si. Lorsque les femmes se sont battues au tout début des combats féministes, la première chose, c'était leur autonomie financière. On a aujourd'hui une inégalité économique qui reste encore extrêmement forte. Faut pas oublier qu'elles ont eu droit à avoir un compte bancaire en 1965. C'est quand même très très récent. Si on ne réussit pas l'inclusion numérique, on prendra des retards terribles en matière de développement plus large. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Jacqueline Schneider, quelqu'un qui va nous parler du rôle des banquiers. Et elle a aussi un sujet qui lui tient à cœur, c'est le rapport des femmes à l'argent. On espère vraiment que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute. Jacqueline, bonjour. Merci d'être Alexis. avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Jacqueline Schneider. J'ai, depuis maintenant 31 ans, une carrière dans la banque. Et puis un ancrage progressif sur le territoire qui m'a amenée à m'engager. Je crois qu'on va en parler un peu tout à l'heure. Dans le monde associatif. Et puis un engagement citoyen aujourd'hui en tant qu'adjointe de la ville de Metz. Pour quelqu'un qui crée son entreprise, on va dire qui est vraiment un peu étranger à ce monde-là, qui n'est pas familier, alors quelqu'un qui entreprend, on va dire, et qui n'a pas forcément eu un cursus finance éco, et qui en plus ne travaille pas dans ce secteur-là, c'est quoi, selon toi, les critères pour choisir son banquier ? En gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le bon conseiller ou la bonne banque ? Moi, je mettrais en premier lieu l'écoute. Ok. L'écoute, parce que c'est elle qui va permettre d'analyser les besoins et de se positionner là où les besoins sont. Donc, tu prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui démarre peut-être avec des bases techniques d'ingénieur. Exactement, c'est ça. Et ouais. donc, voilà, un background qui est tout à fait adapté au développement de ses produits, de ses services, etc. Il n'y a pas forcément non plus l'expérience de la finance, même si aujourd'hui, dans les écoles, on intègre bien sûr un volet entrepreneuriat trop peu. Trop peu. On est tout à fait d'accord. On a eu le sujet avec un autre invité, avec Maxime. Il y a un épisode qui est presque consacré à ça. Et en fait, on se rend compte que les écoles sont, pour beaucoup... Oui. Dans les choux. En fait, alors elles vont avoir des cursus entrepreneuriat, mais qui, selon moi, grattent la surface, pour beaucoup. C'est une sensibilisation, plus exactement. qu'une éducation et une formation. En plus, qui se focalise sur des outils qui ne sont pas forcément nécessaires, et par contre, qui oublie justement tout le volet accompagnement, tout le volet comment s'entourer. Oui. Parce qu'en fait, ils sont dans la logique où ils forment une personne et ils essaient de lui inculquer le maximum en espérant qu'elle va stocker le maximum de ressources. Alors qu'en fait, non, je suis d'accord. Dans la réalité, il y a tout ce travail. Je suis d'accord, il y a un manque. Et finalement, la meilleure école, c'est quand même le terrain. Ouais, de passer une fois par là. Et je pense que la création d'entreprise, c'est la polyvalence en soi au départ. Et je dirais presque le premier conseil au chef d'entreprise, c'est de ne pas complètement déléguer tout de suite tous ces aspects-là, parce qu'il va s'en imprégner en mettant finalement les mains dans le cambouis, tout simplement. On apprend rapidement quand il s'agit de son entreprise, de l'intérêt de développer, etc. Mais il faut bien s'entourer. Et là où le banquier, en tout cas, moi, ça a toujours été, mon credo, a un rôle également de mise en réseau et en relation avec les bons interlocuteurs. C'est de finalement ouvrir le champ et l'horizon du créateur ou du chef d'entreprise, de façon à ce qu'il puisse aller trouver la bonne information, le bon conseil, le bon expert, et l'orienter suffisamment tôt, de façon à ce qu'il puisse avoir toute la ressource nécessaire, puisque le métier de banquier est limité à un certain nombre de sujets. Mais, et c'est en cela que le métier est extraordinaire et passionnant, c'est que le banquier touche aussi à tous les corps de métier, toutes les approches, les expertises.
Et le bon banquier, puisque en tout cas, c'est un peu la question, comment conseiller dans le choix d'un banquier, c'est celui qui jouera son rôle de partenaire, quelque part. Et c'est souvent cela qui fait la différence. Bien sûr, il y a une mise en concurrence de produits, de taux, de conditions. Une saine gestion est basée aussi sur un choix très rationnel sur ces sujets-là, évidemment. Mais la pérennité dans la relation, la confiance qui est établie, la transparence qui n'est possible qu'avec la confiance de l'information, permettra cette connaissance qui permet le bon conseil et qui permet de mettre en place les bons outils. Donc relation de confiance, d'écoute, pour faire la différence entre finalement des offres qui sont extrêmement comparables d'un établissement bancaire à l'autre. Et les chefs d'entreprise m'ont toujours dit, ce qui fait la différence, c'est l'interlocuteur. L'humain derrière. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrineau et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi je retourne à l'épisode. En fait, il y a des théories sur certains rapports en fait, qui essaient de faire des projections sur l'avenir de la finance, l'avenir de l'économie, de la gestion de son argent, etc., qui justement disent qu'on va vers un modèle qui est tellement atomisé en termes justement d'attente, de besoin de personnalisation, de nombre d'acteurs, que de toute façon, les modèles de monopole totaux, où on a une structure qui maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur et qui cannibalise tous les autres, en fait, ne pourra pas évoluer dans ce contexte-là, et on sera plutôt vers un modèle où on a tout un tas d'acteurs spécialisés sur telle ou telle niche, telle ou telle verticale, mais par contre, qui auront appris à travailler ensemble. Et donc, en fait, y compris technologiquement, c'est-à-dire avec de l'interaction fluide, de l'échange d'informations, quelque chose qui soit en fait très fluide, très transparent pour le consommateur. Moi je trouve qu'on évolue d'un monde d'organisation à un monde d'écosystème. Oui, c'est vrai. Et c'est cette évolution que chaque acteur dans son domaine particulier doit aussi intégrer. On a bien sûr développé, notamment au XXe siècle, des organisations fortes, solides, puissantes, efficaces, qui correspondaient à un mode de pensée, à un mode de fonctionnement de l'économie. Aujourd'hui, et tu le dis très bien, un seul acteur ne peut pas répondre à tous les besoins parce que le monde est complexe et que les attentes sont diffuses et que on a quand même une globalisation d'autant plus forte aujourd'hui qu'elle nécessite de différents points d'appui. Les sources d'information sont nombreuses, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que parce que l'information est volumineuse, on est mieux informé. C'est presque l'inverse. C'est presque l'inverse. Et le rôle de conseil aujourd'hui devient d'autant plus important que c'est comme en médecine, on va voir son médecin en ayant déjà consulté 1000 sites pour faire un diagnostic. Néanmoins, qui ne remplaceront jamais le médecin. Mais le problème... et on a le même problème d'ailleurs en médine aujourd'hui. Et la particularité avec la médecine, et c'est en général le parallèle que je prends tout le temps avec Jared, c'est que globalement, la finance est le seul secteur sur lequel on attend des gens qui prennent des décisions de professionnels alors qu'ils ne le sont pas. En finance, ça viendrait à l'idée de personnes de s'auto-diagnostiquer et de prendre des décisions conséquentes pour leur vie. Oui.
même si, surtout s'il y a un manque d'éducation sur un sujet. En finance, il y a un peu justement une espèce de schisme entre la connaissance, donc l'éducation financière, et les prises de décision. Et en fait, ce qui manque pour moi en finance, c'est un peu ce que nous, on essaie de résoudre, c'est en fait le médecin généraliste qui est capable de poser un diagnostic. C'est ça. Et ensuite d'orienter, si le sujet est important, vers les bons spécialistes. Absolument. Ok. Absolument. Ouais. Et je pense que la clé, tu parles d'éducation financière, là tout le monde s'accorde à dire que aujourd'hui, on n'apprend nulle part. Exactement. On n'apprend nulle part. Aujourd'hui, on peut sortir d'études prestigieuses sans savoir lire une fiche de paye sans savoir concrètement comment se calcule l'impôt, comment... Alors, évidemment, on s'y intéresse à un moment donné parce que ça nous touche, mais les fondamentaux ne sont pas acquis dans les jeunes années, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, ou y compris, sauf études spécifiques en gestion et en finance. Et encore, les cordonniers peuvent être mal chaussés. Et encore, parce que lorsqu'on fait de la macroéconomie et de la finance de haut vol, il n'est pas dit non plus qu'on sache lire une fiche de paye et puis qu'on s'oriente forcément de façon judicieuse dans ses premiers choix d'épargne, ses premiers choix de prévoyance et ses premiers choix d'investissement financier. Oui. Voilà, donc c'est un vrai sujet finalement qui est très peu abordé. Moi, je trouve. C'est hérité, en fait. Enfin, l'éducation financière, elle est plus héritée qu'apprise, en fait. Familialement, il y a déjà une inégalité face à cette culture financière en fonction, effectivement, du milieu dans lequel on est né. On va avoir... Et puis, les comportements aussi vis-à-vis de l'argent, que ce soit les comportements de sécurité, de prise de risque, etc., ne sont pas les mêmes lorsque l'on est issu d'un milieu modeste où le quotidien est de... Alors là, pour le coup, il y a certainement une bonne transmission en matière de gestion fine de ce qu'est un budget et d'un sou est un sou, etc. Mais par contre, il peut y avoir une crainte épouvantable par rapport à la prise de risque et par rapport à certains outils d'épargne ou d'investissement. Donc cette culture-là, c'est clair qu'elle est fondamentale dans nos chemins respectifs. C'est tout le volet de la finance comportementale. On a fait venir Vincent Berthet, donc il y a un scientifique spécialisé sur les sciences cognitives, la finance comportementale, les biais cognitifs, et on a parlé pendant, je crois, 1h30 justement de ces sujets auxquels on est tous exposés, auxquels on n'est absolument pas sensibilisés, et qui en plus sont l'énorme angle mort des acteurs actuels en finance. En fait, aujourd'hui, il y a un aspect réglementaire qui impose aux acteurs financiers d'évaluer un sujet, c'est l'aversion au risque, c'est le seul. Il y a l'aversion au risque qui est évaluée et en fait tout le reste est, en fait c'est vraiment un angle mort parce que c'est quelque chose qui nous affecte mais sur lequel on n'a aucune emprise. Donc, et en plus, comme c'est réglementaire, ça n'a pas de vocation pédagogique. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc on ne l'intègre même pas forcément dans la pédagogie du client. Puisque quelque part, ça a toujours été... Alors ça, c'est très 20e siècle, finalement, le sachant qui conserve son savoir au détriment du client. Ça ne marche plus. Ouais, voilà. En tout cas, les attentes sont différentes. Même si il y a un travail énorme à faire aujourd'hui, et je pense que oui, c'est un angle mort. Aujourd'hui, c'est un angle mort. Voilà. Même si les banques commencent à s'y intéresser, puisque il y a énormément de baromètres et de statistiques aujourd'hui, notamment au niveau des fédérations bancaires, au national, qui réfléchissent sur l'éducation financière très très fortement.
Donc, on sent que ce sujet-là, et y compris l'inclusion numérique d'ailleurs, ils sont abordés aujourd'hui par les grands groupes bancaires parce qu'il se pourrait que ce manque de connaissances et ces difficultés soient au détriment de leur propre développement économique. Bon, c'est déjà pas mal, hein, et ils s'y intéressent pour des raisons très objectives et rationnelles, mais c'est normal, voilà. Mais en tout état de cause, c'est un vrai sujet. Puisque les inégalités face à l'argent, que ce soit la culture économique, financière, et puis également, tout simplement, des difficultés ou des inégalités sociales et économiques, font que, et numérique, hein, parce que je le rajoute maintenant systématiquement, ça fait partie des nouvelles fractures, hein, la fracture numérique, qui creuse les inégalités, qui éloigne même certaines franges de population de leurs banquiers, par exemple, hein, aussi. Donc, ils ont... Alors, les seniors, c'est facile de prendre cet exemple-là, mais c'est pas forcément le plus réaliste en réalité. Oui, bien entendu, on a certains seniors qui restent encore très attachés à une super proximité avec leurs conseillers, etc. Mais on a aussi beaucoup de seniors qui se sont intéressés très tôt à tout ça. Donc c'est pas forcément là où se situe la difficulté. C'est lorsqu'on cumule en fait les obstacles. Pas beaucoup de moyens, peu de technicité, ou en tout cas peu de culture numérique, peu de culture économique, et donc il y a une crainte, plus les biais cognitifs qui font que plus on est en difficulté, plus on est sur une base sécuritaire, et quelque part c'est une clientèle qui se recroqueville. Donc il y a un intérêt pour les banques aussi à se projeter. Mais en ont-elles les organisations adéquates pour répondre à ces micro-attentes? Ça, c'est une autre question. Ça tombe bien que tu abordes le sujet de l'inclusion. On va y revenir tout de suite. J'ai juste une statistique parce que ça m'y fait fortement penser et qui est dingue. Je crois que c'est Allianz qui a fait cette étude. Ils ont simulé en fait le comportement d'épargnants ayant une faible éducation financière, un autre groupe ayant une moyenne éducation financière et d'autres une bonne éducation financière. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont dit ok, on va simuler en fait que chacun de ces personas en fait a la même somme et va la placer en fonction de leur éducation financière. Et ils observent en fait le résultat sur un an et puis ensuite sur des plus longues périodes. Sur un an, il y a un écart de 3 000 euros d'intérêt, en fait, de rendement du placement entre une personne ayant une faible éducation financière et une personne ayant une éducation moyenne. Ça veut vraiment dire que, en fait, une mauvaise éducation financière fait littéralement perdre de l'argent. Oui. Alors que le delta qu'il y a donc l'écart qu'il y a entre une personne ayant une éducation moyenne et une bonne est marginal. Alors il y a une petite différence, mais rien de significatif par rapport à ça. Et ensuite, ils ont simulé ça sur des plus longues périodes. Et forcément, avec les intérêts composés, c'est exponentiel. Je crois que sur 10 ans, on est sur 40 000 euros d'écart. Avec, je crois que la mise... Or, j'ai plus la mise de départ en tête, parce que c'est important quand même. Mais on est sur, en gros, une enveloppe, je crois, placée de 10 000 ou de 20 000 euros, quelque chose comme ça. On est sur... Oui, mais c'est l'analyse de la dynamique, en fait, qui est vraiment là. Et en plus, avec les évolutions sociologiques, on a des écarts entre les patrimoines qui s'agrandissent aussi. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une accélération de ce phénomène-là dans la constitution des patrimoines, tout simplement. Et là, notamment ces 10 dernières années, on a quand même, et on le voit bien, des écarts, des écarts de patrimoine qui peuvent s'expliquer aussi par cette analyse-là.
ce biais-là. Tu as un engagement à côté de ton activité professionnelle, tu as un engagement, alors j'allais dire politique, mais tu l'as bien dit en présentation, un engagement citoyen, Oui. Je préfère, c'est vrai, puisque tu es adjointe au numérique. Et en fait, ça m'intéresse, parce que du coup, je suppose que tu es très exposé aux problématiques d'inclusion numérique. Ouais. Donc, je voudrais que tu dises un mot un petit peu là-dessus, Oui. sur ce que c'est que l'inclusion numérique, ce que tu fais, ce que tu vois au quotidien, etc. Et ensuite, en fait, la relation qu'il va y avoir avec justement les problématiques d'éducation financière, d'accès aux sujets financiers, d'inégalité qu'il peut y avoir aussi à ce titre-là. Alors l'inclusion numérique, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'occupe beaucoup. Ça a démarré réellement avant mon mandat à la ville de Metz, et de façon alors pas fortuite, c'est-à-dire que j'ai des engagements aussi associatifs, et dans le cadre de l'association que j'ai créée en 2014, qui s'appelle Mixité, donc nous travaillions avec tout un groupe de personnes engagées sur on va dire l'égalité des chances, la réduction d'une façon globale des écarts ou des dysfonctionnements, distorsions rencontrés dans la société, autour du sujet des mixités, de mixité sociale, mixité de genre, mais mixité culturelle, bref, au sens large. Et dans les travaux d'écoute et de rencontre, notamment autour de la situation économique des femmes, tout est parti d'un rapport du Conseil économique et social sur la précarité des femmes. Alors, je vais expliquer... Pourquoi on en vient à l'inclusion. Les femmes et la finance, c'était mon deuxième gros sujet. Voilà, mais on y viendra. Mais en fait, tout s'est un petit peu rejoint à ce moment-là dans la réflexion. Précarité des femmes dont on parle très peu. C'est assez tabou, très très peu dans les médias. C'est quelque chose de caché. Et dans les combats, les luttes pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On parle beaucoup d'égalité salariale dans les grandes entreprises, etc. Mais, et aujourd'hui, il y a énormément de... Donc, j'y viendrai pas trop sur ce sujet-là parce que je trouve que les progrès sont énormes dans les grandes structures. Il y a de moins en moins de sujets. On les a traités, intégrés, fait évoluer. Mais on a aujourd'hui une inégalité économique qui reste encore extrêmement forte. Alors cette précarité, elle est multifactorielle, évidemment, puisque dans les indicateurs principaux, on retrouve évidemment les choix de métier, donc les niveaux de salaire, le temps partiel, qui est pris prioritairement à plus de 80% par les femmes, les ruptures, les fractures de carrière, maternité, aidance, voilà, on va dire que les femmes sont plus sujettes à ces fractures de carrière, que dans les séparations, leur évolution économique est toujours à leur désavantage, contrairement d'ailleurs à certaines choses qu'on peut entendre de part et d'autre, mais statistiquement, c'est un niveau économique qui diminue de 22% et de 3% pour les hommes. Donc, suite à une séparation, voilà, pour plein de raisons d'ailleurs, qui sont liées à l'épargne financière. C'est presque des intérêts composés. Parce qu'elle a arrêté ses études, à un moment donné, elle n'a pas eu la croissance qu'elle voulait. Et au moment du... Voilà, il y a vraiment un empilement, je pense. Il y a un empilement de raisons. Il y a aussi les finances dans le couple. Ça, c'est un vaste sujet, on pourra en parler. Avec plaisir, vaste sujet, parce que il s'avère que dans le couple, les femmes ont davantage subvenu aux dépenses dites
courantes, donc qui ne sont pas patrimonialement, productives, et les hommes davantage vers les constitutions de patrimoine. Il y a des différences constatées sur les patrimoines qui sont énormes, statistiquement. Ce serait en fait les femmes qui dépensent pour le fonctionnement du foyer et les hommes qui investissent, enfin quelque chose comme ça. Exactement, le fameux 50-50 au sein du couple, qui n'est pas forcément égalitaire et qui n'est pas en tout cas équitable par rapport au niveau des salaires. Les femmes qui ont, on va dire 3 femmes sur 4 gagne moins que son époux, etc., ou son conjoint, etc., etc. Donc c'est structurel, hein, c'est un constat, il n'y a pas de jugement parce que c'est le fruit de l'histoire, voilà, le fruit de l'histoire du fait que les femmes, faut pas oublier qu'elles ont eu droit à avoir un compte bancaire en 1965. 1965. Oui. On l'oublie parce que ça paraît être d'un autre âge, mais c'est quand même très très récent. Ouais. Et elles n'ont eu le droit d'investir en bourse qu'en 1967. Ah, il y avait une... Et oui, elles ne pouvaient pas. Elles ne pouvaient pas avoir de compte titre ou elles ne pouvaient pas investir directement en bourse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des plateformes d'achat. Exactement. Donc en fait, c'était à l'époque, c'était très conditionné aussi par la banque. Je suppose qu'à l'époque, on achetait des actions. Enfin, c'est ça. C'est une époque que j'ai pas connue. Moi, j'étais quand même bébé, ça. Oui, mais néanmoins, voilà, moi je suis née en 67, donc 67, l'année où les femmes ont pu commencer à investir en bourse. C'est rigolo, mais il y a une évolution évidemment, mais structurellement, il y a le poids de l'histoire et encore des générations qui sont issues de ce monde-là. Alors on s'est éloigné complètement mais on revient sur les femmes. Ouais, parce que c'était cette réflexion de la précarité et on avait reçu un certain nombre de jeunes ou moins jeunes femmes et qui nous ont beaucoup parlé en fait, au-delà de la précarité économique et financière, de leurs difficultés vis-à-vis du numérique. D'accord. Et là, c'était en 2015-2016. Et là, moi, j'ai commencé à creuser la question. Donc, il y a une inégalité en termes d'accès au numérique, de compétences, d'accès, je ne sais pas comment le verbaliser, mais il y a une inégalité entre hommes et femmes sur les sujets du numérique ? Alors, oui, alors là, je pourrais en parler pendant des heures, mais pour faire simple. Qui viendrait de quoi ? Pour faire simple. Alors, pour faire simple... alors il y a un deuxième rapport, plus sur la précarité des femmes, mais par rapport aux femmes et au numérique. Il y a plusieurs aspects à aborder par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a le volet professionnel. Bon, comment on s'oriente vers des métiers ou pas technologiques, scientifiques, numériques. On a encore, et je parle à un créateur d'entreprises, de start-up, très peu de femmes à la tête de start-up, beaucoup moins en proportion. On a à peu près aujourd'hui 35% de femmes créatrices d'entreprises par rapport à la création au global, petite et grande. Mais on se rend compte qu'elles sont plutôt sur les petites. Mais bon, quand même un bon chiffre aujourd'hui. Et on tombe à peine 10% dans les startups et dans le monde de la technologie. Donc voilà, il y a déjà cette distorsion. Les choix d'études, les orientations professionnelles, etc. Le numérique et les femmes, c'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que ça a été un outil d'émancipation extraordinaire, un outil de prise de parole extraordinaire, qui moi m'intéressait dans mes engagements en matière de mixité, d'égalité homme-femme. Donc elles se sont saisies des réseaux sociaux avec succès, parce que toutes les prises de parole, les engagements, la prise de conscience, le développement d'un nouveau féminisme s'est fait par le biais du numérique de façon extrêmement positive. Et en même temps, ça a été aussi un outil de régression sociale, de régression par rapport à aux représentations, par exemple, des femmes dans le monde du numérique, dans le monde des jeux vidéo, dans le monde des réseaux sociaux, où
tout ce contre quoi les femmes s'étaient battues pendant des années dans les mouvements des années 70 se sont retrouvées sournoisement dans les réseaux sociaux à rejaillir finalement les stéréotypes de genre, l'hypersexualisation et puis la violence en ligne, la pornographie en ligne, les problèmes, moi j'appelle ça la rue numérique, des problèmes de sécurité aussi des jeunes filles, etc. Donc il y avait tout le meilleur du monde numérique pour l'émancipation plus des femmes, et en même temps une forte régression sur les stéréotypes, les biais qu'on retrouve dans les réseaux sociaux de communautés, etc., qui font qu'à un moment donné, on autosuggère encore davantage un certain nombre de stéréotypes. Il y a tellement, en plus maintenant, il y a tellement de courants et de sous-courants qui se sont créés. Enfin, en fait, c'est ça. Effectivement, le problème, c'est le parallèle, effectivement, la rue numérique, etc., c'est intéressant. Mais donc ça, ce sont des sujets qu'il faut absolument aborder, qui sont un peu tabou à aborder. Bon, il y a eu récemment des échanges avec dans le cadre de l'association. Mais il faut absolument prendre conscience de ces sujets-là pour protéger nos enfants, déjà en tant que parents. Parents d'adolescents, ou même très très tôt, aborder cette culture numérique qui fait que l'on n'est jamais aussi bien sécurisé que par l'éducation, que par la vigilance qui est ancrée en soi et non pas qui vient des autres. C'est la meilleure des sécurités, c'est celle de notre vigilance finalement et connaissance des risques qui fait qu'on se protège plus naturellement. Or, là encore, des périodes de transition telles que celle-là ont désemparé les parents qui n'ont pas forcément su accompagner leurs enfants ados dans ces mondes-là. Mais et ça commence... Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Moi, je suis... Là-dessus, je suis un bon exemple dans le sens où je suis la génération qui a connu l'essor du numérique. Entre guillemets, la première génération, j'étais pile dans l'âge des jeunes qui ont utilisé un ordinateur vers 10, 11, 12 ans, accès à l'Internet, qui était, à l'époque, Internet, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, c'était catastrophique, c'était lent, etc. Mais en fait, on était suffisamment jeunes pour qu'on intègre ça comme quelque chose de naturel pour nous. C'est ça. Et c'est là où, en fait, on a pris de vitesse, finalement, nos parents, qui, en fait, n'ont jamais pu superviser et même nous éduquer, nous préparer à ça, parce qu'en fait, eux étaient largués. Enfin, en tout cas, alors que par rapport les à ce nouvelles que nous, générations de parents, de trentenaires... On n'aura pas la même relation. Bien sûr. On n'aura pas la même relation. Il y a certes des nouveaux réseaux, des nouveaux médias, etc. qui apparaissent, mais le sous-jacent, l'outil utilisé, on le connaît. Et on sait tout ce dont il regorge. C'est ça. Ouais, alors effectivement, je comprends qu'il y a eu cette période-là qui était une immense fracture. Mais on parlait pas d'inclusion numérique sur d'autres sujets. Évidemment, ça a éclaté avec le Covid et ça a été amplifié. Mais je parle de cette époque 2015, 2016, 2017. En commençant à aborder ces sujets-là pour les femmes en disant il faut les accompagner. On avait aussi bien les grands-mères qui n'avaient pas accès à la tablette du papy et qui étaient complètement exclues, donc qui n'avaient même plus d'autonomie financière puisque c'était le papy qui faisait les comptes et encore plus sur le numérique, alors là complètement largué. Donc on a commencé à créer des cafés numériques pour les personnes âgées, pas que, mais en l'occurrence avec des ateliers où finalement elles se sentaient à l'aise, avaient moins honte collectivement de se dire finalement je ne sais pas, ça me fait peur, donc il fallait les accompagner. Et puis les femmes on va dire parents en reconversion ou donc avec des difficultés sociales et économiques
qui étaient déconnectés des outils numériques pour retrouver du travail, pour avoir les codes en fait d'un monde du travail qui évoluait de plus en plus vite. Et lorsqu'on s'est arrêté quelques années, quand on reprend au bout de 5-6 ans après avoir élevé ses enfants, alors on peut imaginer surtout à cette période-là, c'est un gouffre. Et alors évidemment, je ne parle pas des CSP+, des milieux qui sont déjà éduqués, qui ont du travail, qui évoluent au sein de leur entreprise avec les outils, etc., etc. Là, on parle bien de inclusion, fracture numérique qui se rajoute à toutes les autres difficultés sociales, de discrimination, etc., etc. Et là, moi, j'étais face à une montagne. Et il se trouve que donc j'ai commencé avec notre asso à alerter sur ces sujets. On commençait à avoir des acteurs qui nous ont appuyés financièrement pour faire de l'accompagnement numérique. Et ça s'est vraiment bien développé. Et évidemment, ça a explosé après le Covid, puisque là, on va dire, il était évident que 11 millions de Français étaient en difficulté plus ou moins grande vis-à-vis du numérique. Globalement, c'est à peu près, allez, on va dire un quart de la population, mais un quart avec des besoins vraiment, ce qu'on appelle la fracture numérique totale, ou simplement un besoin de devenir plus autonome. Et tu trouves que et d'avoir davantage de culture numérique. Dans cette fracture-là, donc entre les personnes qui ont une grande difficulté ou détresse numérique et les autres, il y a une surreprésentation de femmes dans les personnes qui sont pas mal accompagnées non. Non. Donc, sur la fracture numérique, c'est assez homogène. C'est assez homogène, sachant que elles vont par contre avoir plus de facilité à admettre leurs difficultés ou leurs incompétences et à se faire accompagner. D'accord. Puisque les hommes ont un peu plus de réticence à s'avouer dépassés, on va dire. Intéressant. C'est juste plus comportemental que la réalité objective de la fracture. Après, par cascade, et on disait tout à l'heure que la pauvreté chez les femmes, c'est quand même beaucoup plus important, à la retraite, les fractures de vie, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on a quand même encore 23% de différence salariale entre les hommes et les femmes au global. Alors évidemment, après, il faut redescendre, expliquer chaque point, etc. Mais en fait, c'est toute ce millefeuille de difficultés qui font que... Et évidemment, dans la fracture numérique, il y a l'accès au matériel, le fait de ne pas pouvoir s'acheter un ordinateur. Et ça, c'est énorme aussi. On le voit, puisqu'on a des actions... dans les collèges, vis-à-vis des familles et autres, très très clairement, il y a des besoins énormes des familles. Pendant le Covid, ça a été évident, entre les gamins qui n'avaient qu'un portable et qui essayaient de faire avec un portable, ou qui avaient un ordinateur pour 4-5 personnes pour la maison, etc., etc. Donc cette fracture numérique, c'est aussi bien l'accès aux outils, les usages, la culture numérique. Donc en fait, pour moi, c'est aujourd'hui une politique publique en soi, et ça n'a jamais été considéré comme un axe politique majeur. Or, ça le devient, puisque on veut 100% de dématérialisation sur l'accès aux droits. L'accès aux droits, déjà. Plein de gens qui n'ont même pas accès à leurs droits, parce qu'ils n'ont... Qu'est-ce que t'appelles accès? Juste à des exemples? La CAF, par exemple, okay, ou d'accord. Les impôts, pour les prestations sociales, etc. Donc on a aujourd'hui dans les centres communaux d'action sociale, dans les agences France Service, dans les mairies de quartier, etc., des accompagnements spécifiques, ne serait-ce que sur l'accès aux droits.
Et dans les collectivités, il faut aussi accompagner les agents à la transformation numérique, puisqu'on peut avoir... Dans une commune, il y a plus de 200 métiers. Et dans le cadre de ces agents, on a des gens qui ne savent même pas comment utiliser un mail. Encore aujourd'hui ? Ah oui, encore aujourd'hui, puisqu'on fait des ateliers de façon très accélérée, qu'on a de la formation aujourd'hui mise en place, etc. Donc, tu me parlais tout à l'heure de ma mission en tant qu'adjointe au numérique, c'est typiquement cela. Alors, c'est venu d'une prise de conscience d'un sujet qu'on pouvait considérer comme une action sociale, mais aussi comme une action majeure à mener en tant que citoyen, et une action politique à la fois très locale, de proximité, mais aussi, bon, là on a des plans de développement numérique, France Numérique Ensemble, etc., dans lequel on peut s'inscrire, mais la réalité, elle est sur le terrain. Mais le grand écart... Le grand écart est énorme. Je me mets à ta place. Le grand écart que moi je vois, et il est dingue, c'est que d'un côté, tu as ces actions-là qui sont ultra nécessaires pour pas qu'il y ait de laisser pour compte, en fait. Oui. Et de l'autre côté, il faut quand même réussir à rester dans la course. Et accélérer. Accélérer avec ça va de plus en plus vite de toute façon, les révolutions elles s'enchaînent à des vitesses, enfin en gros on est sur à chaque fois une réduction d'intervalle entre les révolutions. C'est ça. Là maintenant on rentre dans l'IA, dans l'IA grand public on va dire. L'IA générative, etc. Donc et donc d'un côté l'accès au savoir, le tout. Il faut garder les personnes pour pas qu'il y ait justement de laisser pour compte sur le bord de la route, etc. Et en même temps d'un autre côté, parce que forcément moi tu me dis adjointe au numérique, je suis en train de réfléchir Start-up. Mais c'est ça, comment est-ce qu'on favorise, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait le plus en plus de boîtes tech sur une ville, comment est-ce qu'on fait pour que je dis des bêtises, mais en gros, comment est-ce que l'IA peut être utilisée ou déployée à l'échelle d'une ville. Après, le rôle du politique, c'est pas de remplacer l'économique. Non, tout à fait, mais je parle en termes de parce que finalement, faciliter aujourd'hui le développement numérique d'une nation, quand on fait de la politique, c'est permettre au développement économique de se faire sur les ressources humaines permettant le développement économique. Éducation, formation, inclusion, facilitation, etc., etc. Donc c'est, là encore, un panel d'actions à mener qui sont à la fois au niveau social, au niveau économique local, bien sûr. Il faut faciliter l'émergence de clusters, le fait aussi d'avoir suffisamment d'écoles de formation pour que nos ingénieurs, nos développeurs, nos codeurs, à toutes les strates d'un développement numérique puissent localement trouver de la ressource, sinon c'est du développement économique qui va ailleurs. Donc c'est bien sûr, être soucieux de la formation universitaire d'école sur un territoire donné. C'est ne laisser personne sur le chemin, c'est faire en sorte que l'orientation professionnelle puisse se faire vers les filières adéquates. Je travaille aussi, c'est la deuxième délégation sur l'insertion professionnelle, et finalement ça se croise énormément, puisque aujourd'hui, comment permettre à notre jeunesse sur un territoire de comprendre les besoins en termes d'emploi, de recrutement sur un territoire donné. Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas forcément envie de partir à l'autre bout de la Terre. Bien sûr. Et en même temps, il y a énormément d'emplois sur un territoire. Mais quel emploi ? Est-ce qu'on a préparé pour le bon emploi ? Est-ce que les métiers d'aujourd'hui et de demain sont forcément dans les têtes de nos jeunes ? Donc pour ça, il n'y a qu'une seule... Enfin, en tout cas, moi, c'est l'axe que je me suis donné, c'est de permettre d'avoir une ouverture d'esprit, de rencontrer des gens, de rencontrer les métiers, de rencontrer les professionnels pour déjà déconstruire l'idée et les représentations que l'on peut avoir vers certains métiers, de faire en sorte qu'il y ait plus de filles sur les métiers de la tech, qui empruntent des chemins vers lesquels spontanément elles n'iraient pas, démystifier ces métiers-là, et tout ça participe d'une culture économique, mais également numérique, puisque tout est quand même lié. Donc voilà, donc il y a beaucoup de travail, mais moi je pense qu'il est important que chacun, à la fois, reste dans son couloir de nage, mais travaille avec les autres.
Je parlais d'écosystème tout à l'heure, c'est ça. Le politique n'est qu'un élément de l'écosystème. Et où est-ce qu'on l'attend ? On l'attend sur le régalien, sur ce que, finalement, le monde privé ne peut pas faire. C'est pas à l'entreprise de s'assurer de l'inclusion, de ci, de là. Il commence à le faire, bien sûr, mais fondamentalement, c'est pas le rôle de l'entreprise. Même si sa responsabilité sociétale aujourd'hui est de plus en plus forte, et que c'est son intérêt aussi de faire attention à tous ces phénomènes et ces transformations de la société, puisqu'on voit bien que les tensions de recrutement aujourd'hui se font essentiellement parce qu'il y a un décalage entre l'attente de l'entreprise, l'attente des populations qui émergent du système éducatif avec des formations, mais ça n'arrive pas à s'imbriquer. C'est pour ça qu'on a encore des grosses tensions. Donc il y a des efforts aujourd'hui énormes qui sont faits par les entreprises pour mieux faire connaître leur métier, pour s'adapter aussi, pour faire en sorte que leurs organisations évoluent avec la société, etc. Donc on est tous partie prenante en fait de ces transformations. Et au niveau politique, moi je trouve que sur le numérique, si on ne réussit pas l'inclusion numérique, on prendra des retards terribles en matière de développement plus large. Parce que c'est l'accession à toute une frange de la population vers les bonnes formations, vers la bonne adéquation, la bonne insertion sociale. Aujourd'hui, une insertion sociale, s'insérer dans la société, c'est aussi avoir une culture numérique. Super intéressant. Je reviens sur les femmes, les femmes et la finance. Oui. Donc, alors, comme tu disais, il y a un empilement de causes, de raisons, etc. Donc, à problème complexe, il n'y a pas de réponse simple. Néanmoins, pour toi, qu'est-ce que c'est les initiatives qui sont ou qui devraient être mises en place ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'échelle, on va dire, alors je ne sais pas, à l'échelle nationale, régionale, etc., collective, mais aussi que devraient faire les femmes, justement, pour essayer de compenser tout ça ou d'essayer de ramener plus d'égalité dans tout ce qu'on a évoqué. Alors, c'est un très vaste sujet. Oui, bien sûr. Et alors, j'ai envie de dire individuel et collectif. C'est au-delà de ça. Il y a l'école, la famille et ce que l'on fait pour soi. Et les femmes ont tout un travail aussi à faire, mais pas que. Donc, il y a le structurel et l'individuel. Okay, juste question préliminaire. Est-ce que les réponses à apporter aux femmes, est-ce que les accompagnements, etc. Alors, en fait, ma question préalable, c'est est-ce que c'est juste un problème d'accès aux services existants, donc de tout ce qu'on peut trouver, ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des choses différentes pour les femmes, déjà ? Moi, je ne pense pas qu'il faille des choses différentes pour les femmes. Tu parles d'offres et de services financiers. Offres et de services, accompagnement alors, sur mesure, etc. Tu vois, allez, on se focus sur les services financiers. Oui. Parce que, voilà, sinon, il y a vraiment... et l'épargne, on va dire. Il y a un problème d'approche. Tout à l'heure, je parlais de l'aspect culturel, historique, les fonctionnements dans le couple, etc. Il y a des statistiques là, qui sont sorties hyper intéressantes au niveau de l'IFOP sur les femmes et l'argent. Je vous invite vraiment enfin, les auditeurs, à consulter ces stats qui sont assez récents, 2023-2024. Sur le rapport des femmes avec l'argent. Ça démarre tout petit avec l'argent de poche. Première statistique. Les petits garçons reçoivent plus d'argent de poche que les filles. C'est pas vrai. 4 fois plus. Mais non. Mais si. Délibérément ou... Non. Enfin... Parce que les parents aiment leurs enfants tout pareil. Ouais, c'est ça. Et qu'il n'y a pas de sujet. Mais qu'on fait plus de cadeaux aux filles et on donne plus de l'argent aux garçons. Ah bon ? Donc le cadeau, c'est un peu passif. L'argent, c'est on en fait ce qu'on veut. Et donc, rien que cette approche-là, elle crée une petite distorsion. Alors, il suffit juste que les parents soient conscients.
Waouh. C'est les travaux, les petits travaux, tu tonds le gazon, tu machin, je te donne une pièce, machin. On range sa chambre, c'est peut-être un petit peu moins d'argent de poche, parce que c'est... Voilà. Alors, c'est très généraliste, mais c'est statistique. Donc, si statistiquement, on a ces proportions-là, il faut juste être vigilant en tant que parent, parce qu'évidemment, c'est pas conscient, que les parents n'ont pas envie de privilégier le garçon, la fille, etc. Incroyable. Bon. Ça, c'est un petit biais de l'enfance. Deuxième biais de l'enfance, et sur tous les comportements masculins, féminins, c'est la prise de risque. La prise de risque, c'est le petit garçon qui tombe, qui se relève, qui se cabosse les genoux, qui est félicité quand il... À la limite, il est félicité quand il va tomber parce que c'est un warrior, il a pris du risque, il va de l'avant, etc. La petite fille, oh ma chouchoute, etc. Enfin, il faut faire attention. Et puis, c'est tout bête. Ouais. C'est tout bête. Mais ça crée, dès l'enfance, des biais comportementaux dont on met une vie à se défaire. C'est incroyable. Oui. C'est tout bête, hein, voilà. Et la prise de risque, d'une façon générale. Encore les biais de l'enfance, alors au-delà de la caricature des jouets roses, des jouets bleus, des machins, etc. C'est pas tant ça. C'est le fait qu'à un moment donné, le problème numéro 1 des femmes, sur tous les sujets, c'est la confiance en elles, y compris sur l'épargne, etc. Là encore, statistique de l'IFOP hyper intéressante, sur le fait qu'elles se considèrent comme moins capables ou ayant moins de connaissances financières que les hommes. C'est un ressenti, c'est pas forcément une réalité. Mais manque de confiance. Ce manque de confiance-là, c'est ancré très loin dans l'enfance, à l'école, la prise de parole, la prise de risque, le fait de se tromper, le regard de l'autre, le rapport à l'image qui contraint davantage les femmes que les hommes, donc qui leur donne plus de contraintes à faire, de contraintes à être, de contraintes à se projeter. Et donc là, c'est vraiment l'éducation qui doit être très vigilante. Et être vigilant, ça veut dire déjà en avoir conscience. Donc, en fait, quand on n'en a pas conscience, qu'on soit un homme ou une femme, un papa ou une maman, voilà, ils aiment leurs enfants, ils n'ont pas envie de leur inculquer n'importe quoi. Mais eux-mêmes transportent une culture, des croyances, des biais. Je sais que c'est un sujet qui te passionne, oui, mais le sujet de l'égalité homme-femme est un sujet de biais. Donc un sujet de biais. Un bon moyen déjà de corriger une partie, on va dire, des obstacles que rencontrent les femmes vis-à-vis de l'argent, c'est juste de faire gaffe en tant que parent sur l'égalité de traitement qu'on peut donner, en tout cas sur des sujets financiers, bien sûr. Alors, entre autres, je disais entre autres, ça répare une partie déjà. En tout cas, ça permet déjà de lever les problèmes de confiance en soi, oui, les problèmes de représentation. Alors, on dit que les femmes s'intéressent moins. Alors, elles lisent moins la presse financière, des choses comme ça. Elles s'informent moins. Donc, quand on regarde les magazines féminins, quand on parle d'économie et de finance, de quoi parle-t-on ? Alors, j'en lis pas beaucoup. Hein, alors, les marronniers, c'est les dépenses scolaires, etc. C'est comment dépenser. Ouais, voilà, c'est ça. Dépenses mesurées, responsables, c'est ça, je t'aurais etc. dit. Voilà, mieux dépenser. Ouais. Économiser, mieux dépenser. Ouais. Les garçons vont être sur c'est faire de l'argent. Ah oui, bah forcément. Alors ça, par contre, oui, oui, voilà. Bien sûr. Donc, comment dire ? Alors, d'aucuns vont répondre, oui, mais parce que c'est ce qui les intéresse. Ouais, mais alors ça, c'est le serpent. Enfin, et c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, voilà. Alors que ouais. Fondamentalement, non. Est-ce qu'elles sont meilleures gestionnaires ou moins bonnes gestionnaires ? Elles vont être gestionnaires dans la dépense des finances de la famille parce qu'elles vont justement être, dans le budget. Ça, c'est pas un souci. Mais l'investissement, les choix importants, les choix d'investissement, etc.,
historiquement, culturellement, on est plus sur des sujets qui sont priorisés et pris en main par les hommes. Même si les choses changent, parce que les femmes aujourd'hui gagnent leur argent, etc. Mais on voit que dans les structures de couple, même quand elles sont indépendantes financièrement, je parlais tout à l'heure des dépenses, plutôt des dépenses courantes, les dépenses d'investissement, on continue statistiquement à avoir des biais de ce type-là. Au niveau du prélèvement à la source, c'est une catastrophe pour les femmes, en fait, parce que personne s'en est préoccupé. Le fait d'individualiser ou de personnaliser l'impôt, les revenus, etc., ça crée des distorsions pour les femmes importantes. Voilà, c'est tout un sujet, mais ça peut faire l'objet de podcasts hyper intéressants, je pense, sur la finance, etc. L'investissement financier, c'est 3 fois moins que les hommes, en bourse, sur les placements risqués, etc. 30%, je crois que c'est 35% des investissements sont faits par des femmes en IMO, 30% en bourse, je crois. C'est ça. Non, moins en bourse. En bourse, c'est 15% les femmes et beaucoup plus les hommes. Ah oui, oui. Non, la proportion, c'est de 1 à 3. Donc on a vraiment tout un travail à faire. Le travail à faire, oui, l'enfance. Il y a aussi un âge qui est important. C'est bien sûr les études, le choix des études, on en a parlé. Il y a encore du chemin à faire pour booster les femmes sur les carrières scientifiques, techniques et autres. Toujours pareil, représentation, rôle modèle, tout ce qu'on peut développer. Je pense que les rôles modèles sont importants. Donc il faut promouvoir les femmes dans la finance, les femmes dans l'entreprise, dans les startups, dans les milieux technologiques. C'est pour ça que les réseaux féminins œuvrent beaucoup sur les rôles modèles pour qu'on puisse se projeter. Mais bon, voilà, il y a encore à faire sur l'indépendance, parce que finalement, la finance, et on en revient à la base, lorsque les femmes se sont battues au tout début des combats féministes, la première chose, c'était leur autonomie financière. Bien sûr, ouais. Donc ça n'a pas changé. La liberté, la force et l'indépendance que constitue le fait de travailler, de gagner son argent, etc. Mais il y a le biais aujourd'hui de ce qui se passe dans le couple qui reste encore à travailler, parce que c'est encore c'est de l'ordre de l'intime. On n'est plus dans la politique dans le public. Sûr, c'est la sphère de l'intime. Et là, il y a tellement de choses à dire encore, mais bon, c'est un autre débat. On fera une deuxième émission, c'est sûr. Voilà, donc c'est multifactoriel. Moi, je dirais que la première phase, c'est de prendre conscience des biais, de toutes ces choses-là. Mais les femmes en ont plus conscience que les hommes. Donc, moi, alors notamment dans le milieu associatif, mon objectif, c'est toujours d'apporter des éléments aux hommes. Et ça fait leur chemin, parce que quand ils pensent à leurs filles, notamment, ils sont toujours beaucoup sensibles et très sensibles au sujet. Et à la fin, ils commencent toujours par me dire « Oh, moi, les féministes, machin, etc. » Je dis « Mais non, je ne suis pas féministe. » Et à la fin, c'est toujours... Je ne voyais pas les choses sous cet angle-là. C'est hyper intéressant, mais ça me fait changer ma façon de voir les choses, et notamment par rapport à mes filles. Et là, on commence à évoluer. Et donc, s'occuper des filles et de la finance, je pense que ce peut être aussi le rôle des réseaux féminins. D'ailleurs, il faut qu'ils évoluent sur plein de sujets. Mais un des axes, en tout cas, moi, c'est un axe qui m'intéresse fortement, c'est de pouvoir casser encore un certain nombre de petits sujets, comme ceux qu'on vient de voir aujourd'hui, d'apporter des outils et surtout des éclairages et des outils. Et puis, voilà, je pense que on a beaucoup évolué. Moi, je suis une optimiste, mais l'optimisme ne veut pas dire ne pas agir et laisser faire. Bien au contraire, c'est le moteur de l'action, l'optimisme. Jacqueline, on arrive à la fin de l'émission. Si tu devais donner, puisqu'on a beaucoup parlé du sujet des femmes et de l'argent, si tu devais donner un conseil aux femmes, justement, en rapport avec
leur argent en rapport avec la finance de manière générale? Tu leur dirais C'est quoi? le même conseil que je leur donne pour tout le reste. C'est vous avez face à vous tous les possibles. Soyez curieuse de tout. Rien ne vous est impossible. Rien ne vous est fermé. Rien ne vous est interdit. Ayez confiance en vous et osez. Super, super mot de la fin.